Il n'y a que quand tu viens du fin fond de l'enfer que tu peux réaliser à quel point t'es chanceux quand t'as un peu d'argent. Je me retrouve à la rue parce que père est violent, mère dépressive. Dès le premier mois, en janvier 2017, on lève 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions. C'est une croissance qui est violente. C'est la clé de la réussite. Moi, j'ai des parents qui m'aimaient pas, j'avais pas de famille, tout le monde savait ce qui se passait à la maison, que le père était violent, personne n'intervenait. C'est à l'âge de 18 ou de 19 ans que je rencontre une fille, et un soir, elle me regarde dans les yeux et elle me dit « Tu sais, je pense vraiment que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel parce que t'es quelqu'un d'intelligent et que je crois en toi. » Et avec cette phrase, Mélanie, qui bosse toujours chez Fit d'ailleurs, on est hyper proches et c'est devenu une amie depuis, et c'est, je pense, la personne la plus importante, tu vois, de ma vie. Ça va au-delà de la relation, c'est quelque chose d'inexplicable, tu vois, c'est un parcours de vie qui fait qu'on se stick à un moment où tout va mal, dans sa famille comme dans la mienne, et on s'accompagne, on va réaliser des choses exceptionnelles. Mélanie m'a apporté un regard bienveillant qui a changé complètement ma manière de voir la vie, parce qu'au début, j'étais seul à croire en moi, mais tu sais jamais si c'est que tu te surestimes ou si t'as raison. Quand t'as une deuxième personne qui te le dit, tu dis, il n'y a plus de hasard, et j'ai des comptes à rendre à cette personne. Elle a cru en moi, et je vais lui montrer qu'elle avait raison. Et en fait, ce regard bienveillant qui va déclencher un destin, j'y crois profondément. On sent une violence, tu vois, en toi. On sent une détermination, un truc, une rage, en fait. Tu penses pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là? C'est quoi l'origine de cette énergie? Je suis d'accord avec toi, déjà, il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide, l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments, que si t'as pas quelque chose qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien, et on a tous des histoires différentes, on a tous une bonne raison de se battre. J'ai une famille très compliquée, à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Tu dis violent, c'est physiquement? Ouais, moralement, physiquement, la totale, tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père? Non, j'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos, et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main. Il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. C'est quoi qui est le plus dur pour toi à ce moment-là? C'est le manque de liberté. Parce que tu vois, t'as pas d'argent à cet âge-là. J'avais peut-être 1000 euros sur mes comptes que j'avais économisés depuis tout petit. Bah, ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger, mais tu peux pas stocker de la nourriture dans les frigos. Donc, t'es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich. Donc, très vite, l'argent part. Et en fait, je suis dépendant des autres. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que j'ai fixé la liberté en promesse ultime. C'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire... j'ai vécu librement. Et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. L'énergie que tu as maintenant, tu l'as toujours eue ou elle s'est déclenchée progressivement? Et j'ai toujours eu quand même cette capacité, cette résilience, parce que vu que je vois mon père violent au quotidien, t'es obligé de te créer une sorte de protection pour pas être impacté par ton environnement. Je pense que c'est la meilleure école pour un entrepreneur. C'est une opportunité, une aubaine d'avoir vécu cette vie. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Je considère que c'est une chance de n'avoir rien quand tu commences, parce que tu connais la valeur des choses, tu sais ce que c'est que de partir d'en bas, tu sais comment créer du business, tu sais comment juger les gens très rapidement, parce que dans la rue, si tu te trompes, tu peux te retrouver dans un très mauvais plan rapidement. J'étais capable de parler avec des mecs de banlieue où je vivais, qui faisaient des business un peu chelous, avec des aristocrates qui avaient trop d'argent, qui ne savaient pas quoi en faire. Et moi, je leverageais l'argent de mes potes riches pour faire travailler mes potes pauvres, et moi je travaillais avec les pauvres pour aller faire les travaux dans les apparts, et on faisait des club deals avec des mélanges sociaux qui étaient complètement ubuesques, tu vois. Et j'arrive à parler aux deux types de personnes, tu vois. Et j'arrive à les comprendre.
Donc mon rôle, moi, c'est pas de segmenter, contrairement à ce que certains disent, Anthony veut créer une guerre, une révolution. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie revanche. Et je pense qu'il va y avoir une révolution, sérieusement. Il va se passer quelque chose, il va y avoir une rébellion. On peut le voir d'ailleurs même dans le cinéma. Les films qui fonctionnent en ce moment, c'est quoi? C'est Parasite, c'est les luttes des classes, ça va être le Joker. Dans des situations un peu plus réelles, tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu vois ce qui se passe avec les gilets jaunes. Ça montre un ras-le-bol qui vient du fond, tu vois, qui vient d'en bas. Et si tu veux, pour moi, c'est hyper compliqué parce que en même temps, je comprends la souffrance de ces personnes parce que je viens du même milieu qu'eux et je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de t'extraire. Extrêmement compliqué quand t'as pas fait les bonnes études, que t'as pas les bons réseaux, que t'as pas les bons contacts. Et c'est pour ça que je dénonce au quotidien le manque d'ouverture de l'écosystème startup. Est-ce que tu veux des enfants? Je me demandais si tu voulais des enfants, tu vas les mettre dans la rue, tu vas t'y prendre comment là pour arriver à créer chez eux cette force? Ça, c'est un vrai problème. Parce que ce que j'observe, c'est que mes amis riches n'ont pas le même goût de la réussite que moi parce qu'ils ne réalisent pas à quel point c'est important et ils ne réalisent pas à quel point c'est dur en bas. Il n'y a que quand tu viens du fin fond de l'enfer que tu peux réaliser à quel point tu es chanceux quand tu as un peu d'argent, quand tu peux partir en vacances, quand tu peux t'acheter les vêtements que tu veux. Et je trouve que c'est un vrai luxe d'apprécier tout ça. Pars d'en bas et fais ta réussite. Il faut pas être là pour se comparer. Quand je dis qu'il faut gagner, c'est gagner contre toi-même. En fait, ton seul ennemi, c'est pas tes concurrents, c'est pas le marché, c'est toi. C'est ton ego, c'est ta peur, c'est ton incapacité à travailler, à être régulé, ton incapacité à regarder en face tes faiblesses et tes forces. Tu es ton seul ennemi. Donc des enfants, c'est compliqué pour moi parce que en même temps, j'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu parce que c'est très dur. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de les pourrir gâtés parce qu'ils apprécieront rien. Et je veux qu'ils aient leur propre envie, leur propre destin, leur propre envie de se dépasser. Comment le Covid ça t'a impacté? Comment ça vous a impacté? Et quels changements vous avez opérés? Je crois que vous êtes très flexible chez Feed. Forcément, c'est une surprise. Quand ça tombe, t'es jamais préparé à quelque chose d'une ampleur aussi forte. Et c'est assez négatif parce que les gens sont en confinement, donc ils ont du temps pour cuisiner. Donc nous, ça a un impact très fort sur nos ventes. Comme d'habitude, soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. Et nous, on a décidé de faire du Covid une véritable opportunité. Et c'est pas du tout bullshit si je te dis que le Covid va sauver Feed sur le long terme. Parce qu'en fait, on a repensé en profondeur nos valeurs, notre mission, notre promesse et comment on devait les atteindre. Donc au final, on s'est posé sur des sujets qu'on avait peut-être un peu trop négligés depuis le début de l'aventure, parce qu'on était concentré sur la croissance extrême, les levées de fonds, sans tenir compte des bons vieux basiques essentiels. Donne-moi des exemples concrets de changements, ça donne quoi? On lance l'aventure en janvier 2017, 3 ans après on est 100, on est présent dans 40 pays, c'est une croissance qui est violente, on a levé beaucoup d'argent, et la réalité c'est qu'on a perdu un petit peu cet état d'esprit qui faisait notre force au début, à savoir une équipe de cow-boys, de pirates, et on oublie l'essence de ce qui fait la réussite d'une startup, le travail et l'implication extrême en fait. Et donc quand je me suis retrouvé confronté à ces soucis et que j'ai mis le nez dans les dossiers de manière un peu plus opérationnelle parce que j'avais du temps avec le Covid, j'ai réalisé qu'on négociait mal nos contrats, qu'il y a des gens qui travaillaient pas beaucoup. Et là j'ai dit attends, on va tout reprendre à zéro. C'est jamais facile et c'est un moment ultra compliqué, tu vois, de couper des gens que tu as toi-même recrutés. Mais j'avais aucun doute sur le bien fondé de cette décision. Donc c'était un moment très compliqué parce que tu les coupes dans une période Covid où tu sais que ça va être difficile pour eux de retrouver un boulot, difficile de se relancer. Mais si tu veux sauver la boîte, tu es obligé de penser global et de penser aux autres personnes qui vont rester. Donc le Covid, ouais, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile qui va tuer pas mal de boîtes, je pense. Oui, et en plus, il y a un effet en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a les premières boîtes qui sont impactées direct. Feed, par exemple, vous avez été impacté direct, mais il y a des business qui, de base, ne sont pas impactés, mais vont être impactés parce que leurs clients ou leurs fournisseurs vont être impactés. Et donc, forcément, ça va prendre du temps avant que tous les business commencent à être impactés et l'économie qui peut collapser, quoi. Je pense que c'est une vraie chance pour les pauvres, pour le peuple que je représente, entre guillemets. Je viens du même milieu, donc quand je dis les pauvres, le peuple, c'est pas péjoratif, c'est pas stigmatisant. Au contraire, c'est mon milieu d'origine. Mais les pauvres peuvent s'en sortir quand c'est la crise et quand c'est la guerre. Parce qu'il y a des opportunités qui se créent et les cartes sont redistribuées. Donc si t'es malin, que t'es déterminé et que tu veux faire quelque chose de grand, c'est le moment où tu peux saisir ton opportunité. À vous de trouver la force, le courage d'aller écrire votre destin pendant cette période compliquée. Tu parles
du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Il y a des personnes qui entendent ça sous le côté je suis positif. Mais dans ce que tu dis, c'est pas seulement en quoi c'est beau, il y a en quoi c'est une opportunité, en quoi je peux faire quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'action et de mouvement. Et c'est pas juste parce que je suis positif que ça va se transformer en une opportunité. En soi, le Covid, si tu fais rien, dans le cas de feed, il peut te mettre par terre, il peut te mettre en danger, il peut te mettre en difficulté. Mais c'est de dire, OK, il y a une opportunité dans la situation. Comment on se retourne, comment on l'utilise, comment on pivote. L'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset, mais après, il faut travailler. Je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrivent avec des business plans de 10 pages et qui me disent, voilà, en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires, mais qui n'ont toujours pas rentré 1 euro. Moi, je préfère les startups qui vont se confronter au marché plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on l'essaie sur le marché et que ça ne marche pas et se dire j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis, plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça, on n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur soit un peu la base de l'histoire et que sa boîte soit la transplantation de sa propre énergie, tu vois, ce soit le prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu, quand tu regardes toutes les startups qui marchent, que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra authentique et parce que les fondateurs ou fondatrices sont impliqués depuis des années dans ce mouvement-là. Feed est la conclusion de plusieurs années de ma vie. Ceux qui ne me connaissent pas vont dire Feed, c'est des bars ou des boissons. Ils vont voir juste l'aspect produit. Mais derrière le produit, il y a une véritable promesse qui est beaucoup plus large, qui est presque un combat personnel. Et Feed vient être pour moi une arme, un outil de plus pour pouvoir passer ces messages. C'est quoi ce message pour toi ? Feed, c'est un repas complet. Ça, c'est si tu le prends sur l'aspect très produit. Mais la réalité, c'est que c'est surtout la preuve par l'exemple que tout est possible. Parce que nous, on vient de tout en bas. Et si on a réussi à nous en sortir petit à petit, c'est la preuve que toi aussi tu peux le faire parce qu'on n'est pas plus intelligent que toi. C'est pour ça qu'on met des mots très forts sur le packaging, réussir, oser, entreprendre. C'est une sorte de coup de motivation au quotidien que tu vas prendre et que tu vas dire moi aussi je peux y aller. Tu penses que ça joue dans la réussite de Feed, c'est tout ce branding là ? C'est sûr. Et moi j'en suis convaincu. Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque, ils achèteront votre histoire. Ils achèteront votre combat en fait. C'est comme Nike, tu vois, t'achètes pas des fringues Nike parce que tu les trouves belles. T'achètes des fringues Nike parce que t'appartiens à des gens qui font du sport, qui peuvent devenir des athlètes, qui vont se dépasser. Feed c'est pareil, t'achètes Feed parce que tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de s'extraire, qui n'ont pas forcément eu les bonnes cartes en main et qui veulent gagner du temps, qui veulent être actifs et qui renvoient un message au reste de la société. Imaginons, il y a un entrepreneur qui nous regarde, il se dit j'ai envie de créer un effet mouvement, un effet communauté. Il est en B2C, il veut renforcer ça. Ce serait quoi pour toi les conseils que tu lui donnerais pour amplifier cet effet Nike, cet effet Apple, cet effet Feed dont tu parles ? Le travail, pour moi, il doit venir de plus loin que sa propre marque. Il doit d'abord se poser les bonnes questions en tant que fondateur. Qui il est ? Quelle est sa mission ? Il est là pour faire quoi dans la vie ? Et c'est hyper dur de répondre à ces questions. La meilleure chose, c'est de s'entourer. Il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, les gens qui te connaissent vraiment et tu leur dis quels sont les 3 mots-clés qui te viennent quand tu penses à moi ? Et il y a forcément un pattern qui va sortir. Moi, c'était t'es déterminé, t'es ambitieux et t'es résilient. Les gens me disent t'es un phénix, à chaque fois tu chutes parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de Feed, c'est incroyable, sauf qu'on voit pas tous mes échecs. Mais par contre, je n'abandonne jamais. Et quand je me fixe un objectif, je travaille à 1000%. Ces trucs-là, c'est les gens qui me l'ont fait réaliser. Et il faut trouver des personnes qui vont vous renvoyer un regard bienveillant pour faire émerger votre authenticité. Et on a chacun notre histoire. Parce que ton concurrent, il va pouvoir copier tes produits, copier ta communication. Mais ton histoire, vu qu'elle est personnelle et qu'elle t'appartient, même s'il essaie de se l'approprier, il la fera moins bien que toi. Donc les entrepreneurs, ils doivent se poser, se demander pourquoi ils combattent et pourquoi la boîte doit être le prolongement de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont commencé à réaliser dans leur histoire perso. T'as regardé The Last Dance de Michael Jordan ? Bien sûr. Comment tu te sens quand tu regardes ça ? J'adore. Il est vraiment en mode je veux gagner. Il veut gagner, mais il n'y a pas de secret. Autour de moi, quand je vois les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils n'osent pas aller comme moi dans le dur. Mais quand tu parles avec eux en privé, ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret, tu es là pour gagner, pour écraser. Et ça fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux. Cette énergie, elle ne vient que si tu as souffert ou que tu as quelque chose à prouver.
Dans le parcours de Feed, ça a été quoi le coup dur le plus violent pour toi? Un qui a été super dur, c'est un changement de site internet. Tout allait bien, on était sur Shopify pour ceux qui connaissent. On a décidé de passer sur Magento 2 parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient vous grossissez trop vite, il faut préparer la suite et on s'est un peu trop projeté, on a été trop loin. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait, les gens pouvaient plus commander online, les gens gueulaient sur le site, l'UX, l'expérience utilisateur était devenue nulle. Et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup et on a réalisé qu'on n'était pas seulement sur une croissance linéaire, mais qu'il allait falloir se battre. Et on a dû se reconstruire, se reformer, repartir sur Shopify, réinvestir de l'argent et pas se dire c'est parce que j'ai investi 1 million d'euros sur ce site internet que je dois rester dessus. Et c'est complètement contre-intuitif parce que quand tu as mis beaucoup d'efforts sur quelque chose, tu dis bon, faut encore lui laisser une chance, faut attendre. Et en fait, le business s'est coupé vite. C'est un vrai problème, ce côté. Je suis engagé dans un process, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus, 6 mois, on a mis beaucoup d'argent. Comment je sais quand arrêter? C'est valable pour l'ensemble des choix selon moi. C'est le gut feeling, c'est-à-dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais. Il faut s'écouter et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir. Écoute-toi et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres. C'est bien d'avoir du feedback, attention, c'est important, mais quand tu es au stade embryonnaire, quand tu es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis, c'est ton gut feeling qui doit fonctionner. Et malheureusement, même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Donc, ils vont vouloir pour toi le maximum de confort. Ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans, à aller prendre un petit CDI dans une boîte classique, sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vibrer. Alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir. Vous aviez recruté t'as employé plein de termes, mais dans une interview, j'avais vu guerrier aussi. Comment les 15 top premiers talents que tu as trouvés, tu les as trouvés comment? Feeling, encore une fois, gut feeling. On a mis des annonces assez classiquement sur Welcome to the Jungle, qui est un site assez sympa pour les startups. Ça te permet de fédérer une communauté et dès le départ, tu peux mettre des photos, des vidéos, tu peux créer un ADN. Tu vas sur mon Welcome to the Jungle, il y a marqué guerre, warrior, revanche. Donc les gens qui viennent, ça va quoi s'en tenir. Donc c'est déjà un premier filtre qui est intéressant. Et puis après, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux humains? L'énergie, tu vois, les yeux qui brillent, c'est le plus important pour moi. J'en ai quasiment rien à foutre de ton CV, de tes skills. Si tu arrives avec une mentalité de combattant et que tu me dis on va tout éclater, déjà tu marques des points. Parce que je suis persuadé que l'humain peut évoluer très vite et que quand tu recrutes des jeunes entre 25 et 30 ans, dans tous les cas, ils sont pas expérimentés, c'est pas des seniors, ils ont pas bossé dans 50 boîtes avant, mais ça me plaît parce qu'ils sont formatables. Et quand je dis formatables, ça veut dire que c'est pas que je veux moi les manipuler, c'est qu'ils ont pas de convenance sociale. Ils sont vierges. Moi, quand je leur dis il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires, ils me disent ok. Quand je parle à un senior qui a 40 ans et je lui dis ça, il rigole en fait. Il croit que c'est une blague. Tu as une grosse énergie. Comment ça se passe pour ton board de direction? Ils osent te dire des choses ou pas? Ouais, on est hyper proches et on a réussi, je pense, à créer un lien qui est assez sain. Mais ils arrivent à te faire du feedback en te disant là, t'abuses. Ouais, ils me le disent. Je sais pertinemment que la réussite de Feed dépend de nos équipes. Si tu veux, moi je suis aujourd'hui le porte-parole, je suis un peu le leader de la boîte, je mets cette énergie, j'essaie au quotidien de montrer l'exemple, de coacher. Mais la réalité, c'est que c'est plus moi qui suis dans les sujets opérationnels. Et si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, Feed sera un échec. Chaque personne qui a un CDI chez Feed a l'équivalent de 4 ans de son salaire en part de la société. Et si on multiplie la valo par 10, ça équivaudra à 40 ans de salaire. Ce sont des entrepreneurs. Moi, j'ai 0 salarié, tu vois. J'ai que des associés. Et moi, je me considère pas comme un patron, je me considère comme un leader, un coach qui est là pour les pousser vers le haut. Mais au final, je suis à leur service plus qu'ils ne le sont pour moi. Et donc, il y a un rapport, tu vois, hyper franc et honnête entre les managers et moi-même qui fait que quand ils ont un sujet, ils viennent, ils l'ouvrent, ils le disent. J'essaie toujours de rencontrer les profils pour voir si tout va bien dans leur vie, que ce soit perso, business. On est à leur disposition, il y en a, ils sont en train d'acheter un appart, on va les arranger, on va faire en sorte de pouvoir se porter caution ou de leur arranger un peu le salaire. On est entre potes en fait. Une équipe de sport professionnel, pour rebondir encore sur Jordan tout à l'heure, chacun est à son poste et parce que chacun est au max de son poste, quand quelqu'un a une faiblesse, comme dans un des épisodes, il y en a un qui fait un match alors qu'il est un peu fatigué, mais les autres sont là pour le supporter et ils arrivent à compenser cette fatigue. Et ben nous c'est pareil, quand il y en a un qui va mal, il faut qu'ils le disent. Tout le monde va être là pour l'aider et faire un peu de son travail, tu vois. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu vois cette agilité et cette énergie bienveillante qui est en interne est ultra fédératrice et qui est ultra créatrice. À quelle vitesse tu te dis, bah là en fait ça va pas, il faut qu'on arrête tout de suite? Quand je le sens pas, je coupe très vite.
Une des difficultés, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est que surtout quand tu es dans l'urgence et que tu as un problème à gérer, tu peux facilement te dire « Allez, je prends parce que c'est mieux que rien, en fait. » Et avec ce raisonnement-là, tu peux vite te créer une entreprise avec plein de profils moyens. Comment tu gères ce truc-là, surtout à la vitesse à laquelle vous voulez croître? Je ne prends que des gens en qui j'ai confiance à 100%. Si j'ai un doute, je recrute pas. Ce que j'ai pu observer maintenant avec ma petite expérience pour avoir recruté quand même pas mal de monde, c'est que les entretiens, c'est une vraie base de décision. Néanmoins, la réalité, elle est sur le terrain. Je mets des doubles périodes d'essai, moi, pour tout le monde. Je regarde ce qui se passe. Et si la personne est à 200%, on la garde. Si je vois que c'est des skills qui manquent, je la conserve parce que je sais qu'on va lui payer une formation, lui payer un coach, elle va y arriver. Mais l'envie, le courage, la fidélité, la loyauté, ces valeurs qui pour moi sont fondamentales, et ça s'explique par l'histoire de ma vie, je peux pas passer outre. C'est quoi les trucs qui te font dire « Putain, elle est déterminée là » ? C'est du feeling, tu vois, il n'y a pas un truc en particulier, mais c'est de l'implication de manière globale. Tu vois vite les gens qui sont faits pour réussir, et ça c'est ma grande force, vraiment c'est une chance incroyable. Quand je parle à quelqu'un, je peux immédiatement savoir ce qu'il a au fond de lui et ce qu'il doit devenir, plus vite que la personne en général. Et j'adore quand je rencontre des profils avec du gros potentiel mais qui ne le réalisent pas encore, les pousser. Et je leur dis pas, parfois je les recrute et je sais que ça va être des personnes incroyables. Au-delà de ton business et de ce que tu as apporté à la boîte comme valeur, tu déclenches un destin. T'as quel style de leadership ? Je suis persuadé que avoir un regard bienveillant sur toi, c'est la clé de la réussite. Et c'est ce que j'essaie de reproduire au quotidien avec les équipes. Quand je parle avec eux, je veux comprendre ce qui les anime. Je veux savoir quel est leur combat. Et il y a des gens qui, en entretien, me disent des trucs de ouf. Ils me racontent qu'ils ont été attouchés par leurs parents, qu'ils ont une revanche à prendre sur un prof qui les a frappés, qui a dit qu'ils n'arriveraient jamais. Des vraies fêlures. Et là, il n'y a plus de notion de classe sociale. C'est des histoires de vie. Quelqu'un a une revanche à prendre. Et là, j'interviens. Et je l'emmène dans la bonne direction. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a du recrutement qui se fait sans que toi, tu sois dans la boucle. Je l'ai fait à un moment. J'avais une RH et j'ai coupé. Parce qu'en fait, on perdait de mon ADN. T'as beau poser des brands de plateforme, expliquer tes valeurs, tes promesses. Il y a des trucs que tu peux pas expliquer. Ton feeling tout au fond de toi, tu vois, des trucs perso. Et quand tu connectes avec quelqu'un, c'est de l'humain. Comment vous y prenez justement pour à la fois dire, voilà, on est la boîte hyper sexy, il faut venir travailler avec nous, et en même temps, que ça repousse bien, correctement, ce que tu veux pas. Il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on a vraiment au fond du cœur, même si c'est clivant. Et Feed, on sait qu'on est aimé ou détesté. C'est une boîte qui est clivante de par son produit et de par son histoire. Et le fait d'être authentique me permet de filtrer les gens naturellement et de savoir que ceux qui vont nous rejoindre, en général, ils ont regardé nos interviews, ils ont écouté nos podcasts, ils ont lu nos articles, ils savent très bien où ils mettent les pieds. J'ai pas souvenir d'avoir en entretien quelqu'un qui me dit ah ben moi, voilà, mes valeurs, c'est de faire la sieste, je suis pas trop ambitieux. Non, j'ai vraiment que des combattants. En France, vu où j'ai grandi, ce que j'ai fait et ce que j'ai traversé, c'est difficile de faire pire que moi. Et si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi en fait. On a créé une fondation qui s'appelle Feedback, où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année dans des projets de jeunes qui n'ont rien, qui sont vraiment malchanceux avec le destin. Soit ils sont handicapés, soit ils sont immigrés, soit ils viennent d'une famille violente, quelque chose qui fait écho à mon histoire personnelle. Et ces gens-là, on va les aider, on va les financer. Le seul truc qu'on leur demande, c'est d'avoir un rêve très fort, très puissant. On veut pas un petit truc en mode je veux faire du foot et m'épanouir dans le football. Non, on veut que tu nous dises je veux jouer au Real Madrid, je veux être meilleur que Ronaldo. Ça nous excite. On veut des gens qui rêvent grand malgré leur histoire. Et le fait d'avoir mis en place cette fondation, ça a donné du sens à notre travail au quotidien pour l'équipe. Parce que l'équipe, quand ils se lèvent le matin, ils comprennent qu'ils sont pas là juste pour vendre des bars, des bouteilles, mais un rêve, un espoir, tu vois. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond, donc ça fédère. En externe, c'est hyper intéressant parce que c'est du marketing et au lieu de dépenser de l'argent sur Facebook, on dépense de l'argent pour aider des jeunes et ça nous permet d'expliquer la mission de Feed. Donc les gens comprennent qu'en fait, quand tu manges du Feed, tu le fais pas que pour toi ou pas que parce que le cahier des charges est bon, parce que c'est vegan, sans gluten, sans lactose. Tu le fais parce que ça a un impact sur les autres, en plus de te mettre un boost au quotidien. Et ça a aussi un impact sur moi parce que ça me rappelle d'où je viens. Et il faut surtout pas que je m'embourgeoise, il faut surtout pas que je déconnecte de ma réalité. Et quand je vois des jeunes qui sont dans la souffrance, comme je l'étais à l'époque, ça me rappelle et ça me fait une piqûre vraiment incroyable en mode souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi pourquoi tu te bats et surtout ne tombe pas dans le luxe et l'opulence parce que des jeunes vont te dépasser. C'est quoi, pour terminer, le conseil qui est donné beaucoup aux entrepreneurs qui, tu penses, est mauvais en soi ? Ce serait le fait d'être trop théorique, de trop réfléchir à son business plan, d'étudier trop le marché. Évidemment, tu vas pas faire un marché qui fait 50 millions d'euros mondialement où il n'y a pas un gros potentiel de sortie. Mais ne passe pas trop de temps à réfléchir, ne passe pas trop de temps à itérer, teste ton marché. Et il vaut mieux
faire ce qu'on appelle un startup founder, donc c'est-à-dire une startup qui n'a pas vocation à lever des fonds, où tu vas faire peut-être que 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tu n'as pas d'actionnaire, tu es tout seul et tu vas pouvoir te verser des grosses dividendes, plutôt que de rentrer sur un marché qui fait des centaines de milliards, mais où tu vas devoir lever des dizaines ou centaines de millions d'euros et il te restera 5% d'equity après tes fundraisings. Donc le conseil c'est lance-toi vite, fais des business qui te passionnent. T'as pas besoin d'être un expert de ta verticale. Moi, typiquement, tu vois, je suis pas nutritionniste, ingénieur agroalimentaire. Mais par contre, je fais du business depuis que je suis tout petit. Je sais comment générer de l'argent. Je sais quand un business model est viable ou pas. Et ça m'a permis de pas me mettre de barrière et de pas me dire, c'est pas possible de faire un repas si on met dans une barre ou dans une bouteille. Sois juste passionné, trouve un véritable sens à ce que tu fais. Trouve une mission et encore une fois, fais en sorte que ta boîte soit un outil, une arme pour réaliser tes propres rêves. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.